Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, enfin j'avais fait des audios mais pas de présentation de livres. Donc je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler des 5 livres que j'ai lus dernièrement. D'habitude on fait ça autour d'un petit thé ou d'une tisane, mais aujourd'hui on va changer un peu, comme c'est l'automne et qu'il fait froid dehors, on va se faire une soupe au potimarron. Si vous voulez reproduire cette soupe à la maison, vous aurez besoin donc d'un demi-potimarron, d'une carotte, de 3 échalotes, d'une gousse d'ail, sel, poivre et j'ai rajouté un peu de curcuma. De retour dans la bibliothèque pour vous parler de Colline de Jean Giono, c'est le premier livre que j'ai lu. Alors Jean Giono est un écrivain français né en 1895 dans le sud de la France et il est mort en 1970. Alors la plupart de ses livres ont pour cadre le monde paysan provençal et c'est le cas de Colline qui a été écrit en 1929. C'est le premier roman de Jean Giono et il est âgé de 34 ans lorsqu'il l'écrit. Il s'agit aussi d'un premier tome d'une trilogie. Alors l'histoire débute dans un petit village imaginaire du sud de la France, appelé les Bastides Blanches, et qui va être frappé par une malédiction. Une douzaine d'habitants vivent dans ce hameau, et une succession de malheurs va les frapper de plein fouet. Alors d'abord, il y a la source d'eau du village qui se tarit, donc les habitants n'ont plus rien à boire. Une petite fille va tomber gravement malade, et enfin, un violent incendie attaque le village. Alors tous les habitants vont se tourner vers le vieux du village, alias Jeannet, qui depuis peu parle dans un langage incompréhensible et semble détenir des secrets et être à l'origine de tous ces malheurs. Alors la tension va monter au sein du petit village et les habitants vont être de plus en plus méfiants et suspicieux. Mais je m'arrête là pour l'histoire, pour ne pas gâcher votre plaisir si vous avez l'intention de le lire. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé ce livre, il est très bien écrit. La langue est à la fois belle et vulgaire puisque ce sont des gens de la terre qui parlent. Et Giono fait des descriptions de la nature vraiment incroyables avec un vocabulaire très riche. Ça m'a d'ailleurs fait penser un petit peu à Colette qui fait des descriptions de la nature vraiment très détaillées, précises, avec un vocabulaire foisonnant. Donc là, il m'a fallu presque regarder dans le dictionnaire toutes les pages parce que quand il faisait des descriptions de la nature, c'était vraiment très poussé, très précis et il y avait du vocabulaire qui me manquait. Donc voilà, c'était intéressant de ce point de vue-là. Et apparemment, ce livre est aussi le précurseur d'un nouveau genre littéraire à l'époque qui est le réalisme merveilleux.
puisqu'il mêle à la fois des faits réels et magiques, surnaturels. Donc j'ai bien aimé l'ambiance de ce livre, même si au départ j'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, je savais pas trop où l'auteur voulait en venir. Mais finalement je me suis pris au jeu, j'ai bien aimé. Et surtout il y a un message fort dans ce livre, avec une notion qui est un petit peu à la mode en ce moment, qui est celle du karma. Puisqu'en fait les villageois ont commis des crimes dans le passé contre la terre. Et en fait, tout va se retourner contre eux, ils vont devoir maintenant expier leurs péchés et en payer le prix fort. Donc c'est un livre intéressant que je vous recommande chaudement. On poursuit avec Génitrix de François Mauriac. C'est un auteur français à cheval entre le 19 et le 20e siècle. Alors ce livre a été publié en 1923 et apparemment c'est le roman qui lui a apporté le succès et c'est également l'un de ses préférés. Tout d'abord, un mot sur le titre, Génitrix, qui est un terme latin et qui signifie génitrice, donc celle qui engendre. Mais ce terme sous-entend un manque d'amour et d'affection. Alors l'histoire se déroule dans une grande maison bordelaise dans laquelle vivent la famille Cazenave. Donc il y a Mathilde, la jeune épouse, Fernand, un homme de 50 ans, et sa mère, Félicité, qui est la fameuse génitrix. Alors l'histoire commence avec Mathilde qui agonise dans son lit parce qu'elle vient de subir une fausse couche et quelques heures plus tard elle décède. Alors bien sûr cette nouvelle va provoquer la joie de sa belle-mère qui ne l'a jamais aimée, mais peu à peu Fernand va avouer un culte étrange à sa défunte épouse et se retourner contre sa mère. Alors Félicité, c'est une mère possessive, toxique, qui voudrait garder son fils pour elle toute seule et qui est prête à mentir, manigancer, à échafauder des plans pour le retenir. Fernand a vraiment du mal à se sortir des griffes de cette marâtre de mère et il en souffre terriblement. Alors au début du livre, on a l'impression que l'auteur nous décrit un petit garçon, tellement il est sous l'emprise de sa mère, mais on apprend plus tard qu'il a 50 ans. Alors j'ai bien aimé ce livre, je l'ai trouvé plus agréable à lire que Thérèse d'Esquerroux, que j'avais lu il y a quelques mois. J'ai trouvé les personnages intéressants, bien construits, et on se prend vraiment d'affection pour Fernand, parce que c'est un homme qui souffre et qui est vraiment manipulé par sa mère depuis son plus jeune âge. Et elle fait vraiment preuve de cruauté envers lui, et donc on s'attache vraiment à son personnage. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande, il est bien écrit, même si je trouve que l'écriture de François Mauriac est un petit peu sèche, hachée. J'avais pas aimé trop sa façon d'écrire dans Thérèse d'Esquerroux, mais là c'est un peu plus fluide. Donc je vous le recommande, et pour l'histoire aussi qui est très intéressante. Le troisième livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est L'élégance des veuves d'Alice Fernet, donc qui est ma plus grande déception du mois. Alice Fernet, c'est une autrice contemporaine et elle décrit en fait une grande famille bourgeoise au XXe siècle où vont se succéder des naissances, des mariages, des enterrements, etc. La vie en somme. Et dans ce livre, Alice Fernet met à l'honneur les femmes qu'elle décrit comme fortes, puissantes et qui font face aux épreuves de la vie avec beaucoup d'élégance. Alors la plupart des personnages vivent des moments très difficiles, des deuils, des enfants morts en couche, le veuvage, mais elles gardent toujours la tête haute et sont très pudiques. Alors je n'ai pas été sensible à ce livre car pour moi il est trop descriptif et il manque de profondeur. En fait il m'a manqué quelque chose et j'ai trouvé que l'autrice en fait ne faisait que décrire des destinées, mais n'allait pas au bout des choses et mis à part la description de chemin de vie, j'ai pas compris en fait où elle voulait en venir et ce que ça apportait en fait au lecteur. Donc malheureusement il ne m'a pas resté grand chose de ce livre et voilà, j'en suis assez déçue puisque ce sont juste des successions de portraits de femmes et j'ai vraiment pas accroché, je l'ai trouvé assez fade et inintéressant en fait à lire, voilà. C'est un livre assez court et pourtant je l'ai trouvé long à lire, tellement le sujet ne m'enthousiasmait pas. Alors ensuite j'ai lu Pauline Sachs d'Alexandre Drouginine, que j'ai beaucoup aimé.
C'est un auteur russe du 19e siècle et il était aussi critique littéraire et traducteur de Byron et de Shakespeare. Alors je ne connaissais pas du tout cet auteur, mais je suis ravie d'avoir pu le découvrir à travers ce livre. Alors dans ce roman, Pauline Sachs a 19 ans, mais elle en paraît 12 mentalement, et quand Constantin Sachs l'épouse, il dit avoir épousé une femme et une enfant à la fois. Donc elle est un peu naïve et elle a besoin d'apprendre de la vie pour gagner en maturité. Il y a un décalage entre Pauline et son époux, qui a 13 ans de plus qu'elle, et qu'elle voit un petit peu comme son mentor, son professeur. Alors avant de se marier, un prince lui faisait déjà la cour, et lorsqu'il apprend qu'elle n'est plus libre, il perd la tête et fait tout en fait pour essayer de la revoir et de la reconquérir. Et il va y parvenir avec l'aide notamment de sa sœur qui s'échange des lettres avec Pauline et qui lui fait part de l'amour inconditionnel de son frère pour elle. Alors, le prince redoute Constantin Sachs, qui est connu pour être sans pitié envers ses adversaires, mais contre toute attente, en fait, il va lui céder Pauline, mais à la condition qu'il la rende heureuse. Donc il le menace, en fait, il le menace de le tuer si un jour, une seule larme coule sur les joues de Pauline. Donc la situation est assez incongrue parce que, en fait, son mari l'aime tellement qu'il souhaite son bonheur, il voit bien qu'il y a un décalage entre eux deux et qu'elle conviendrait mieux au prince. Et donc il va épier les deux nouveaux époux pour s'assurer en fait que le prince rend vraiment heureuse Pauline. Alors c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le thème de l'amour y est abordé de manière originale puisque Monsieur Sachs aime sa femme, donc comme je l'ai dit, au point de la laisser partir, quitte à ce qu'elle soit heureuse avec un autre. En fait, seul son bonheur compte. J'ai bien aimé aussi le style de l'auteur et la façon dont il construit le roman, avec une alternance de lettres entre les différents protagonistes, puisqu'il s'envoie pas mal de courriers, donc on devine un petit peu les intentions des uns et des autres. Et il y a une alternance aussi avec des passages plus narratifs. Alors je trouve que c'est vraiment un classique qui gagnerait à être connu davantage. Et apparemment il plaisait beaucoup à Dostoïevski. Et il me plaît aussi également. Donc je vous le recommande vraiment chaudement. C'est un livre qui traite de l'amour avec un grand A, donc si vous aimez ce thème, foncez, vous n'allez pas être déçus. Et enfin, on termine par Que cherches-tu d'Antoinette Pesquet. Alors comme beaucoup, j'avais lu La boîte en os que j'avais adoré. Et suite à cette lecture, j'avais envie d'en apprendre davantage sur l'autrice et de lire d'autres livres d'elle. J'ai trouvé ce livre d'occasion à 90 centimes, il me semble. Donc j'ai foncé, je l'ai pris. Il est en parfait état. Alors il faut savoir que ce roman a été écrit par Antoinette Pesquet seulement à 18 ans, sur les conseils d'Apollinaire, qui déjà avait remarqué les talents de la jeune femme, ses dons d'écriture. Alors ce livre raconte l'histoire d'une jeune Française qui débarque en Angleterre dans une famille assez étrange. Elle sera l'institutrice d'une petite fille qui semble avoir peur de son père. Elle recule dès qu'il s'approche. Et la mère de la petite n'aime pas non plus son époux pour qui elle n'éprouve aucun sentiment. La jeune femme, la jeune Française, va s'éprendre du mari, mais garde une certaine retenue, une certaine distance. Et lui aussi va être amoureux de la jeune femme. Alors j'ai trouvé ce livre plaisant, mais voilà, sans grand intérêt non plus. Il est assez facile à lire, mais on sent bien qu'il a été écrit par une jeune femme de 18 ans. C'est assez puéril, pas très abouti. Et l'histoire m'a parfois un petit peu déçue. Par exemple, on ne sait pas pourquoi la fillette craint son père. Et donc, alors que quand même c'est un point important du livre, c'est un point central, mais à aucun moment en fait on ne va découvrir pourquoi elle a autant peur de son père. Donc j'ai trouvé ça assez décevant. Et donc c'est pas vraiment une lecture qui marque. Et elle est vraiment très loin derrière La boîte en os, qui est vraiment le chef-d'œuvre de l'autrice. Donc si jamais vous avez envie de découvrir Antoinette Pesquet et que vous n'avez encore rien lu de cette autrice, ne perdez pas votre temps avec Que cherches-tu et foncez directement avec La boîte en os, qui est une valeur sûre et je pense que vous apprécierez énormément ce livre.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles lectures.